Bilan positif dans la lutte contre la pêche illégale. Les autorités ont présenté les chiffres pour 2016. Ce matin, la quantité de filets saisis a quasiment doublé. Année marquée également par l'arrivée de 2 patrouilles pour la surveillance des eaux. Le point à suivre. Le président de la CTG revient sur la question du recensement de la population. Il rappelle ses inquiétudes pour les dotations de l'État qui dépendent du nombre d'habitants. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis nous recevrons ce soir celui qui est à l'origine du Touloulou au masculin, le Tololo. Jean-Pierre Montocchio reviendra avec nous sur ses débuts, également sur l'évolution dans le paysage carnavalesque guyanais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de développer ces titres, notez que la Guyane est placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages par Météo France. En cause, la ZIC, zone de convergence intertropicale, très active notamment sur le nord-est de la Guyane. La population est ainsi invitée à limiter les déplacements, éviter les baignades et bien sûr à être appelée à la prudence sur les routes. Vigilance orange qui devrait être levée tôt demain matin. Le préfet et l'ensemble des acteurs de la lutte contre la pêche illégale ont donc présenté leurs derniers résultats ce matin et le bilan est plutôt positif. 133 opérations maritimes ont été menées et la quantité de filets saisis a presque doublé entre 2015 et 2016. Une année 2016 marquée également par l'arrivée de 2 patrouilleurs légers pour une meilleure surveillance dans nos eaux. On fait le point avec Ayodele Germa. L'avancée la plus notable contre la pêche illégale est sans aucun doute la quantité de filets saisis en 2016. 274 km de filets, soit 119 de plus qu'en 2015. Pour le capitaine Boin, cette progression est due à la mise en service d'un navire relais filet en 2013. On a quasiment doublé le nombre de kilomètres de filets relevés. Et donc cette embarcation-là travaille très régulièrement, prend jusqu'à 20 km de filets à chaque sortie. Et contribue à l'excellent bilan qu'on a aujourd'hui. Oui, c'était une nécessité. Oui, ça fait mal aux pêcheurs illégaux parce que vous savez que le mètre de filet de pêche, ça coûte à peu près 100 €. Imaginez, quand on en ramasse 10 km, ça leur fait très mal. Notez également une légère augmentation d'illégaux a résonné en 2016. 78, soit 11 de plus qu'en 2015. 39 navires déroutés et 110 targets. L'année 2007, elle sera marquée par la mise en service de 2 patrouilleurs et flambant neufs. Le premier est arrivé de l'Hexagone le 15 décembre dernier. Le second est attendu au mois de juillet. Ce sont des patrouilleurs qui ont des capacités opérationnelles bien modifiées celles des patrouilleurs qui permettent d'améliorer notre action. On est arrivé à un système de réponse à la pêche illégale, avec des techniques de nation, des capacités de récupération des filets, et une action judiciaire résolue qui nous permet d'être plutôt en forte progression par rapport aux années précédentes. 36 affaires de pêche illégale ont été présentées aux juges en comparution immédiate en 2016. Les responsables risquent entre 6 et 8 ans d'emprisonnement. Seul regret des autorités, le manque de coopération des pays frontaliers dans la lutte contre la pêche illégale. Dans l'affaire des 6 anciens employés de la mission locale, licenciés économiques en bataille pour la mise en place de leur contrat de sécurisation professionnelle, un bug informatique leur avait été signalé. En réalité, le problème viendrait plutôt de la réglementation. C'est ce qu'explique le directeur régional de Pôle emploi, Jean-Jacques Gustave. Les situations devraient être rapidement régularisées. On l'écoute. L'assurance chômage prévoit deux circuits. Le régime général, qui est l'allocation de retour à l'emploi, l'allocation de recherche d'emploi, qui est calculé selon les cotisations des personnes, ou bien le contrat de sécurisation professionnelle. Il se trouve que dans le cas de la mission locale, le contrat de sécurisation professionnelle ne peut être envisagé. La réglementation prévoit que toutes les personnes seront traitées avec diligence, maintenant que cette solution est avérée, seront traitées avec diligence dans le cadre de l'allocation de retour à l'emploi. Les moyens du CSP sont concentrés, ils sont concentrés sur un an. Donc le taux d'indemnisation est plus élevé, le taux d'assistance est plus élevé, mais c'est le même volume d'aide qu'on concentre sur un an pour doper un peu le dispositif de retour à l'emploi, alors que le régime général qui est l'ARE, c'est le fait de pouvoir percevoir les indemnités pour lesquelles on a cotisé pendant une moyenne de 2 ans si on a travaillé suffisamment longtemps, et si on est plus âgé, ça peut durer 3 ans. Et le taux d'indemnisation varie à ce moment-là. Aujourd'hui que le point de réglementation a été soulevé et a été trouvé,
De mardi matin, il faut d'abord que nous puissions rencontrer, que l'entreprise puisse rencontrer ses salariés. De mardi matin, Pôle emploi pourra se saisir des dossiers, pourra les enregistrer. Et à partir de là, les choses vont se mettre en place. Les mois de préavis seront traités. Et dès lors que la procédure s'appliquera, 7 jours après, les personnes percevront leur premier revenu de remplacement. Alors que le recensement de la population par l'INSEE est en cours, le président de la collectivité territoriale fait à nouveau part de ses doutes quant à l'exactitude des chiffres. Beaucoup d'éléments tels que la consommation en eau potable font état d'un plus grand nombre d'habitants sur le territoire. On rappelle que ces sommes allouées par l'État aux collectivités sont proportionnelles aux chiffres. On écoute Rodolphe Alexandre à ce propos, interrogé par Kerwin Alcide. J'ai reçu la direction générale de l'INSEE en Guyane. Je leur ai fait part de mes réserves, voire de mes réticences sur les ratios qui sont formulés. Bien sûr, elles sont du niveau national, mais j'estime que dans le cas de la Guyane, il y a des ratios qu'on doit appliquer. Et je pense en particulier au ratio des déchets, au ratio de la consommation de l'eau potable, au ratio de la consommation d'électricité, et puis des ratios parallèles, par exemple le ratio de la CAF. Et tout cela démontre que les 230 000 habitants sont largement dépassés. Et en conséquence, quel est le but? C'est que plus nous pourrons manifester un nombre de populations conséquent, eh bien plus la dotation globale de fonctionnement, voire d'investissement de la CTG va donc augmenter. Et aujourd'hui, les recensements pénalise la collectivité en soi. Il m'est arrivé un jour à la mairie de Cayenne, quand j'étais maire de Cayenne, d'avoir subi les fourches codines des services de l'INSEE. Mais aujourd'hui, je dis qu'on doit revoir tous les ratios portant pour la Guyane. C'est très simple. Comment peut-on estimer qu'avant 2020, on doit construire 5 lycées et 6 collèges? Cela démontre qu'il y a aujourd'hui une croissance démographique qui est exponentielle. Et quand on dit qu'aujourd'hui, nous sommes à 2,4% de la progression, nous pouvons le contester parce qu'on ne compte pas les Garines-Perros qui sont à l'intérieur du pays, on ne compte pas l'immigration illégale. Et aujourd'hui, il suffit de noter le nombre d'habitats informels ou insalubres pour comprendre que nous sommes bien au-delà des chiffres qui sont annoncés. Alors, si c'est maintenant l'État qui en profite, eh bien, on va dire que la République n'est pas respectée. Quand j'étais maire, nous avons fait des expériences sur Vendôme, sur Pascaline ou autres. Les services de la mairie ont un très bon service de recensement. Nous sommes capables aujourd'hui de pouvoir prouver cette population qui est illégale, qui est là, mais dont nous devons mettre en place les équipements ou les moyens pour pouvoir donc répondre aux conditions de la République. Il prévoit l'aménagement de 3 quartiers saint-laurentais. Un protocole d'aménagement urbain a été signé hier par la collectivité territoriale, l'État et la mairie de la capitale de l'Ouest. Plus de 1000 hectares sont concernés par ce projet d'urbanisme imaginé en 2013 et dont les travaux devraient démarrer l'année prochaine. Coût total de l'opération, 1 200 000 €. Elsa Gonzalez. Après la présentation des différents axes du projet, le nouveau plan national de rénovation urbaine est enfin signé. Une signature très attendue par la collectivité territoriale et par le maire de la commune, permettant ainsi la construction du Saint-Laurent de demain. Une avancée marquante que M. Léon Bertrand tient à nuancer dans son immédiateté. Ça va arranger les choses certainement pour l'avenir, mais je répète, il faut absolument qu'immédiatement nous puissions trouver les solutions. Trouver les solutions, c'est quoi aujourd'hui? C'est arriver à déterminer des zones, arriver à trouver les terrains, les viabiliser, faire passer l'eau, l'électricité, l'assainissement, et puis permettre, même si c'est de façon sommaire, qu'il y ait des constructions pour que déjà les gens soient à l'abri du soleil et de la pluie. Ça, c'est une réponse immédiate que nous devons apporter. Et puis, si nous le faisons, ça sera de nature, je pense, à apaiser des risques d'explosion qui sont à nos portes actuellement. Un discours qui fait écho à celui du représentant de l'État dans sa volonté et nécessité d'agir pour une ville comme Saint-Laurent-du-Maroni, qui connaît de nombreuses problématiques de logement et d'aménagement de l'espace. Je crois qu'une des grandes caractéristiques de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est que nous devons en permanence essayer d'adapter la ville à une population qui croît à une telle vitesse qu'il faut chaque fois reconstruire, rebâtir. Et en même temps, cette ville, c'est une ville où depuis 20 ans, on réfléchit à l'urbanisme, on réfléchit à l'organisation urbaine, on réfléchit à la façon de répondre aux besoins de cette population. L'État est le principal financeur de ce projet avec une participation de 71%.
L'autre grand partenaire est la collectivité territoriale de Guyane avec 19% de prise en charge. L'objectif d'un tel projet est de faciliter l'aménagement du territoire en adoptant des mesures plus souples et adaptables du Code de l'urbanisme. C'est un partenariat, ce ne sera pas que la CTG, ce sera la CTG aux côtés de l'État, de l'EPAC, de la ville de Saint-Laurent, d'identifier des terrains où on pourrait faire des aménagements qui soient simplifiés, entre guillemets, et donc plus light, entre guillemets, pour que les logements puissent être construits plus rapidement et éviter que les opérations prennent 4-5 ans en réduisant les délais des procédures, en faisant des aménagements plus courts et permettant aux gens de construire avec des dérogations, des fois des adaptations du Code de l'urbanisme, ce qui permettrait d'apporter des réponses, on va dire, concrètes, rapides et que derrière, il y ait moins d'habitat illicite un peu partout sur la commune. Un tel projet de rénovation urbaine est piloté par l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane, avec une équipe en gestion sur le terrain. Le nouveau plan national de rénovation urbaine est une première pour la capitale de l'Ouest. Le gros des travaux devrait commencer à partir de fin 2018, début 2019. Tout autre chose maintenant, il n'est pas toujours évident d'intégrer le collège lorsqu'on a seulement 11 ou 12 ans. Alors pour aider les écoliers à mieux appréhender cette période clé, il existe un programme nommé Cycle 3 en Guadeloupe. Karen Diamin a suivi quelques élèves en CM1 et CM2 dans leur premier pas de découverte au collège. Regardez. Au collège de Sainte-Rose, l'intégration des futurs élèves de 6e se différencie par son originalité. Ce cross il s'inscrit dans le projet d'établissement et dans le cadre de la liaison école-collège, dans le cadre aussi du réseau éducation prioritaire dans lequel font partie ces écoles justement. Et donc c'est pour ça qu'on a invité à ce cross une cinquantaine d'élèves de CM2 qui sont venus s'associer aux 125 élèves de 5e qui ont participé au cross. Parmi ces élèves, Isis, en classe de 5e, a particulièrement apprécié de faire découvrir son établissement. C'est important, comme ça ils vont pouvoir déjà connaître les élèves, connaître l'école. Et je pense que ce cross a permis aux élèves déjà de faire de l'activité physique et de connaître soit des 5e ou des autres personnes. Comme ça, quand ils viendront dans cette école, ils auront déjà les bases. Pour Danric, actuellement en classe de CM1, participer à ce cross représentait bien plus qu'une simple activité physique. J'ai découvert les personnes du collège, je connais la salle du collège, le stade, et je suis content. Ça permet qu'ils se rassurent, de se présenter, de rencontrer les enseignants, de rencontrer le principal, voilà, d'avoir des échanges aussi avec leurs futurs camarades des niveaux supérieurs. Voilà, mais c'est sûr que c'est un grand rôle d'intégration des élèves de CM2 dans le collège. À l'issue de cette matinée, les élèves du primaire sont repartis un peu plus sereins quant à leur prochaine rentrée au collège. Et je vous le disais en titre, l'inventeur du Tololo est notre invité ce soir. Bonsoir Jean-Pierre Montocchio. Bonsoir Christine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord en ce moment un colloque sur les traditions des bals masqués dans la région et puis un peu partout dans le monde, mais surtout le Touloulou était au cœur également de ce rendez-vous. Voilà, ça s'est achevé aujourd'hui. Est-ce que vous auriez aimé être associé à cette démarche? Oui, effectivement, parce que j'ai déjà été associé plusieurs fois à ce type de manifestation. Donc oui. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir été pour le coup mobilisé cette fois-ci pour parler du Tololo et du Touloulou? Non, je l'avais déjà fait dans un colloque il y a 2 ans. D'accord. À l'occasion d'un livre qui s'appelait du Touloulou au Tololo. Mais donc non, cette année je n'ai pas été sollicité. En tout cas, on va revenir avec vous sur l'histoire de ce fameux personnage, donc le Touloulou au masculin, si je parlais ainsi. Alors, d'où vous est venue cette idée? Alors déjà, je ne suis pas l'unique créateur du Tololo en Guyane. On était un groupe d'amis qui participait au carnaval depuis le début des années 80. Et donc on s'est dit, tiens, pendant tout le carnaval, les Touloulous nous invitent à danser le samedi. Donc on va leur réserver le dernier vendredi du carnaval pour leur rendre la politesse. Et donc à notre tour, inviter les Touloulous, enfin les femmes à danser. Et donc ça a démarré en 88 exactement? Oui, la première soirée, donc c'était une soirée complètement privée, sur parrainage. Il fallait connaître les organisateurs pour y participer. Et c'était en 1988, environ 150 personnes. Et ont participé, puis finalement après l'événement a pris de l'ampleur. Est-ce que quand même le Tololo au départ, il n'y avait pas aussi une petite idée de revanche, de vengeance du danseur qu'on a invité qui aimerait cette fois être le roi de la soirée, un peu comme le Touloulou? Non, alors justement il n'y avait aucune notion de vengeance, c'était vraiment du remerciement, c'est-à-dire que comme je le disais, les Touloulous nous invitent tout le carnaval et nous le dernier vendredi, les Tololos,
On leur rend la politesse. Non, pas de vengeance, c'est du... Pas de vengeance, en tout cas pas dans l'esprit. Alors les personnes les plus attachées quand même à la tradition ne voient pas le tololo d'un bon œil, surtout parce que les soirées sont très fréquentes aujourd'hui. Comment est-ce que vous, dans les débuts, vous avez vécu ces critiques ? Au début, on n'avait pas trop ces critiques, parce que les soirées, d'abord, il n'y en avait qu'une par carnaval, qui était très, très limitée. C'est que par la suite, que les soirées se sont multipliées à droite, à gauche, tous les vendredis. Mais à notre époque, non. Il n'y avait que, le dernier vendredi du carnaval. Et aujourd'hui, quand vous voyez l'évolution, quand vous voyez la place du tololo dans le carnaval guyanais, presque chaque semaine, qu'est-ce que vous avez à dire ? Je dis ce que je dis à chaque fois qu'on me sollicite sur ce sujet. J'espère que le tololo ne va pas prendre le pas sur le touloulou, parce que la vraie tradition ancestrale guyanaise, c'est le touloulou. Et le tololo, il faut qu'il reste à sa place et que ça reste ce que nous, on avait proposé à l'époque. Maintenant, il y a des impératifs commerciaux qui font qu'il y a des soirées tololo qui ont lieu tout le temps, tous les vendredis. Mais il faudrait quand même que le touloulou garde sa prépondérance. Alors au début, est-ce que vous imaginiez que cet événement, cette soirée que vous aviez envie de lancer avec une bande d'amis aurait pris tant d'ampleur ? Non, pas du tout. Quoique le nombre de personnes a augmenté très vite, puisque 250 personnes au bout de la 3e soirée. On est donc passé à l'Oasis dans un endroit public justement parce qu'on était passé à 500 personnes. Et donc au bout de la 6e ou 7e soirée, on a arrêté d'organiser parce qu'on n'était qu'un groupe d'amis. Et quand les soirées commençaient à arriver à 800 ou 1000 personnes, c'était plus possible pour nous. Alors mais quand même, voilà, vous êtes en train d'expliquer que vous avez lâché un peu la main sur ces soirées, mais vous faites quand même office de personnes qui ont créé le tololo. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui vous rapporte ? Est-ce que c'est une marque qui vous est attribuée ? Non, pas du tout, parce que d'abord je ne suis pas tout seul à l'avoir créé, donc il n'y avait pas de raison que ça soit moi qui la dépose. On est tout un groupe d'amis. Et aujourd'hui, c'est en train de rentrer doucement dans le patrimoine du carnaval. Non, moi, en tout cas, rien pour vous et votre bande d'amis. Non, plus maintenant. On va dire que oui, sur les 5-6 premières soirées qu'on organisait nous-mêmes, mais depuis les années 90, ce n'est plus nous qui avons les retombées financières du tololo. En tout cas, vous êtes un adepte des soirées tololo. Il y a la première soirée de la saison 2017 du carnaval ce soir. Est-ce que vous comptez y aller ? Alors, normalement, je dois vous dire non, mais j'y serai quand même. J'y serai effectivement ce soir. Merci beaucoup Jean-Pierre Montocchio d'avoir été avec nous ce soir. On poursuit en Guadeloupe où depuis déjà 7 ans, les élèves des écoles primaires découvrent l'opération La Banane à la classe. Une opération initiée par les producteurs locaux pour éduquer au goût mais aussi fidéliser les jeunes générations. Le coup d'envoi de l'édition 2017 a été lancé hier. Karine Diamin l'a suivi pour nous regarder. Et en chemin, la banane rencontre qui ? Le lapin. Et le lapin de dire à tartelette, je vais te manger. Mais la tartelette, écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette à la banane. De manière très ludique, les élèves de cette école maternelle ont découvert la banane et ses nombreuses vertus. J'ai appris que la banane, elle poussait avec un plant et une graine. Je pense que les habitudes se prennent petit. Quand on n'aime pas la banane petit, on ne va jamais l'aimer quand on sera, par exemple, en 6e. Donc les enfants, ils sont conscients que dans les bananes, il y a les bonnes vitamines, il y a ce qu'il faut pour qu'ils grandissent dans de bonnes conditions. Une fois contes et histoires terminés, un dossier pédagogique adapté à leur âge leur a été distribué. Objectif, découvrir l'histoire de la banane. Au travers de ce petit livret, ils peuvent trouver la documentation. Donc tout en s'amusant, ils vont faire du calcul, des mathématiques, de l'histoire et ils vont avoir toutes les informations sur la culture du fruit. J'ai appris que les bananes poussaient avec des graines et aussi avec des plants. J'ai appris que il y avait plein de variétés de bananes qui existaient. Connaître la banane, mais en règle générale les fruits et leurs bienfaits dans l'alimentation. Une bataille qu'a entrepris la directrice de l'école. Depuis quelques années, à partir d'un constat, on voyait ce que les enfants apportaient, pizza, chips, etc. Donc nous avons interdit tout cela. Et dans notre règlement intérieur de l'école, nous privilégions les fruits. Donc chaque matin, ils reçoivent des fruits et tout ça. Et donc on s'est dit que ce serait une bonne idée de travailler justement avec la banane à la classe. Il est donc important de rappeler aux grands comme aux petits qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour,
en favorisant la production locale. Avant de se quitter, notez que le premier vol spatial de 2017 aura lieu ce soir à Sinnamary. Le lanceur Soyouz décollera à 22h03 avec à son bord un satellite de télécommunication qui servira pour l'Europe et l'Amérique du Sud, une mission de courte durée et qui se passera en seulement 32 minutes. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle tout de suite les principaux titres développés ce soir avec ce bilan positif. Dans la lutte contre la pêche illégale, les autorités ont présenté les chiffres 2016 ce matin. La quantité de filets saisis a quasiment doublé, année marquée par l'arrivée de patrouilleurs pour la surveillance de nos eaux. Le président de la CTG est revenu sur la question du recensement de la population. Il rappelle ses inquiétudes pour les dotations de l'État qui dépendent du nombre d'habitants. Vous avez pu l'entendre dans ce journal. Et puis nous sommes revenus ce soir avec celui qui est à l'origine du touloulou au masculin, le tololo. Jean-Pierre Montocchio nous a raconté les débuts du concept et son évolution dans le paysage carnavalesque guyanais. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite le 20h de TF1, puis vos programmes se poursuivent sur ATV Guyane. Bonne soirée à vous, très bon week-end. Rendez-vous lundi.